Bonjour à toutes et à toutes. Tous et à toutes, oui, c'est ça, j'ai bien dit. Ouais, j'ai pas fait la. Je vais entamer mon 4e discours de cette CPUDB. Non, juste pour vous remercier d'être là ce matin, malgré le fait que la soirée se soit terminée un peu tard hier soir de par la longueur. Le nombre d'invités plus exactement plutôt que la longueur des discours. Aussi pour remercier notre invité Stanislas Dehaene d'être présent ce matin pour cette présentation dont je suis sûr que ça va être passionnant. Et enfin pour vous rappeler que le programme a changé puisque nous aurons la deuxième présentation ce matin à 11h15 et que cet après-midi Alain Béretz qui vient de se voir confier donc une mission par le Premier ministre sur les universités européennes, a accepté de 2h30 à 3h30 de venir échanger plutôt sur un mode informel. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse des déclarations puisque c'est très en amont de son travail, mais plutôt pour avoir vos avis. Donc n'hésitez pas, ce sera en salle Watteau à 2h30. Donc c'est juste pour vous indiquer ça, puis on va reprendre notre débat. Merci. Bien, merci beaucoup de votre invitation à venir présenter quelques travaux aujourd'hui. On va démarrer pour vous présenter. Ah, bien sûr. Je vous présente avant, Pardon. en toute honte, parce que quand même, on a un invité prestigieux. Mais non, mais je vais essayer d'être synthétique parce que l'intérêt, c'est de vous écouter à vous. Je suis bien d'accord. Mais on m'a dit qu'il fallait, alors comme je l'ai préparé, je veux quand même remettre le travail fait hier soir. Comme l'a dit Gilles, part. Non, mais je vous en prie. Et puis. Ah, pardon. Il y marche parce que nous, on n'entend pas le retour. Alors. Donc, effectivement, invité prestigieux, Stanislas Dehaene. Donc, je vais essayer de synthétiser, mais il y a beaucoup de choses à dire dans votre carrière et je pense beaucoup de points qui vont, je pense, imager un petit peu et ce qu'on attend de conclusion. Donc, vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure, titulaire d'une maîtrise en mathématiques de l'UPMC, mais aussi d'un doctorat de psychologie cognitive de l'EHESS. Vous avez fait une thèse sous la direction de Jacques Meller, la comparaison des petits nombres. Donc, comme il y a beaucoup de choses en mathématiques, on voit aussi le lien, représentation analogique et processus attentionnel. Et pourquoi je cite votre directeur? Parce que ce dernier a été aussi l'un des rares promoteurs à l'époque des sciences cognitives qui sont au cœur de vos préoccupations, mais aussi des nôtres en France. Parallèlement, vous avez travaillé avec Jean-Pierre Changeux sur les modèles de fonctions neurobiologiques, alors particulièrement au départ, je crois, sur le chant des oiseaux. Ça pourrait aussi nous faire rêver, parce que là, on s'oxygène beaucoup avec vous ces 2 jours et avec tous les intervenants, mais voilà. Mais ce que je voudrais citer, c'est le travail de Jean-Pierre Changeux, qui est connu, de nous, je crois, plus particulièrement, et du public non scientifique, pour les idées concernant la relation esprit-cerveau. Et donc là, on va voir aussi. Et comme il l'écrit dans son livre « Matière à penser », Changeux défend la conception selon laquelle le système nerveux est actif plutôt que réactif. Et l'interaction avec l'environnement, au lieu d'être instructive, résulte de la sélection de représentations internes préexistantes. Et je pense que ce lien entre science, environnement, etc. est au cœur de nos préoccupations pour voir les conséquences sur ce qu'on peut en tirer en sciences, recherche, mais aussi pédagogie et formation. Donc en 92, vous partez chez Michael Posner, vous vous formez aux techniques d'imagerie cérébrale, donc on va voir de belles images, de belles applications. Vous êtes bien sûr aujourd'hui professeur au Collège de France et vous êtes titulaire d'une chaire de psychologie cognitive expérimentale qui a été créée pour vous en 2005. Après avoir occupé, alors avant cette chaire et votre poste au Collège de France, vous étiez directeur de recherche à l'INSERM pendant plus de 10 ans, ou près de 10 ans, voilà. Donc, dans vos fonctions, vous dirigez une très belle unité, puis-je le dire?
On n'est pas trop loin. Donc, il y a l'unité de neuroimagerie cognitive, qui est effectivement une unité sous tutelle INSERM, CEA et Université Paris-Sud, et en lien donc, dans le beau centre de Neurospin de Saclay, et avec un lien bientôt avec un laboratoire de neurosciences qui va venir sur Paris-Saclay et qui va former effectivement un ensemble très fort d'imagerie, de neurosciences. Voilà. Vos recherches exploitent conjointement les méthodes de la psychologie cognitive, j'espère que je ne dis pas trop de bêtises, et de l'imagerie cérébrale. Elles visent à élucider les bases cérébrales des opérations les plus fondamentales du cerveau humain. Et en particulier, vous êtes intéressé au processus et à faire le lien sur la lecture, le calcul, le raisonnement et la prise de conscience. Vous êtes l'auteur de nombreuses découvertes sur les circuits de l'arithmétique, donc le lien avec les mathématiques, mais aussi de la lecture, du langage parlé et l'accès à la conscience dans le cerveau humain. Donc vous êtes bien sûr membre de l'Académie des sciences, de l'Académie pontificale des sciences. Vous êtes associé étranger de la National Academy of Sciences depuis 2010. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, mais pour faire le lien, peut-être en citer quelques-uns, comme La bosse des maths, Le cerveau en action, Les neurones de la lecture. Donc on voit la diversité et le fil conducteur, Apprendre à lire. Et vos travaux ont été récompensés par de nombreux prix. Vais-je citer ceux de Dr. Heineken Prize for Cognitive Science et celui du Brand Prize qu'on connaît tous. Et puis je voudrais finir par dire que depuis le 10 janvier 2018, donc très récemment, et sous l'impulsion de Jean-Michel Blanquer qui était là hier, vous présidez le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Le Conseil scientifique. Mais il est sûrement très haut, mais... Parce que comme on dit toujours que c'est excellent... Et mais il reste près de la base. Maintenant, tout est voilà. Bon, bref... Donc, vous êtes considéré vraiment comme une référence, on parle d'éminence grise, mais ce conseil scientifique a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, donc avec une certaine orientation, est chargé d'éclairer ses décisions concernant les apprentissages, concernant la pédagogie à mettre en place pour favoriser les apprentissages. Il explique ce conseil que le travail, ou en tout cas les missions, se concentrera principalement sur les sciences cognitives, en lien avec les apprentissages et non sur les neurosciences. Alors je pense que apprentissage, pédagogie, lien entre les sciences et puis notre environnement et l'humain, et cette différence, on est tout oui, et là je vous laisse la parole. Merci beaucoup de cette introduction charmante. Effectivement. On me crie dessus parce que j'ai pas fait mon boulot. Je vous rappelle juste pour poser des questions, le lien qu'on vous a donné hier, donc https //question.direct. Voilà, donc allez-y, on est prêt avec Jean-François. Bien, écoutez, merci beaucoup de votre invitation, de cette introduction. Effectivement, vous voyez que j'ai changé le titre parce que dans les médias, on veut toujours que ce soit les neurosciences qui parlent à l'éducation. Et moi, je pense que ce ne sont pas les neurosciences qui parlent directement à l'éducation. C'est un ensemble beaucoup plus vaste de sciences, les neurosciences cognitives ou les sciences cognitives, et dans lequel les neurosciences ont évidemment un rôle à jouer, mais le rôle peut-être plus central est celui de la psychologie cognitive. Et j'en profite pour vous montrer donc le centre Neurospin où je travaille, que je dirige maintenant depuis 1 an et demi, et dont le but est d'utiliser et de développer bien sûr les méthodes d'imagerie cérébrale pour poser des questions de psychologie. Par exemple, comment le cerveau humain fait-il pour apprendre? D'où provient la singularité du cerveau humain pour le langage, pour le calcul, pour la lecture, pour les mathématiques? Alors, nous disposons dans ce centre de 3 IRM pour le cerveau humain, à 3 Tesla, à 7 Tesla, il n'y en a pas beaucoup en France, et maintenant à 11,7 Tesla, c'est une machine tout à fait unique au monde qui est en train d'être mise en place à Neurospin. Nous disposons d'équipements d'électro et de magnétoencéphalographie pour suivre le décours de l'activité temporelle dans le cerveau, de machines pour le petit animal, 3 IRM, dont une à 17 Tesla, qui est là encore la plus grande du monde, mais pour le rongeur, et puis de capacité de visualisation optique et électrophysiologique du cerveau animal pour regarder au niveau des neurones uniques, des populations de neurones, comment l'activité s'organise. Mais toutes ces techniques sont donc au service de questions de psychologie et nous les mettons en particulier au service de l'étude du cerveau de l'enfant. C'est une des spécificités de Neurospin, d'être capable de faire toute une série d'images, grâce au travail en particulier de mon épouse Ghislaine, dans le travail de son équipe, d'avoir développé des techniques qui permettent de mettre dans des
des conditions de sécurité et éthiques complètement satisfaisantes, soit de très jeunes enfants, des bébés, soit des enfants d'âge scolaire, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, dans des IRM, dans des machines, vous voyez, c'est juste des filets d'électrodes hein, qui sont placés sur la tête, ou bien en dessous d'une machine de magnétoencéphalographie, et les bébés vont être stimulés, on va pouvoir regarder l'activation de leur cerveau. C'est donc de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est ce que nous avons commencé à comprendre sur cette base, et bien entendu sur une base d'une revue de la littérature aussi, des grands principes qui gouvernent l'apprentissage dans le cerveau, et avec l'idée, on le verra, que le cerveau humain a des capacités particulières. Il n'y a aucun doute que notre espèce a évolué pour devenir une sorte de champion de l'apprentissage. C'est pour ça que notre espèce a une enfance tellement longue, parce que nous sommes capables d'apprendre beaucoup plus que les autres espèces sur le monde extérieur. Et c'est comme ça que nous parvenons à développer de la science et de la technologie, mais aussi à envahir la planète tout entière et mettre maintenant d'autres planètes, ou d'autres astres en tout cas, parce que nous sommes capables d'apprendre à nous adapter à toutes sortes de milieux. Donc, je vais essayer de vous exposer quelques idées clés. Je n'arriverai pas à les exposer toutes, mais voilà, essayer d'avoir un fil conducteur autour de ces questions de l'apprentissage. Alors, la première idée, c'est que l'apprentissage est loin de faire tout. On dit parfois que le cerveau est une éponge, le cerveau est une ardoise vierge, tout ceci est complètement faux. Et la première chose qui a été démontrée par l'imagerie cérébrale de façon maintenant extrêmement objective, c'est que le cerveau du petit enfant, du bébé, même dès la naissance, est extraordinairement organisé. Nous avons des circuits cérébraux, des grands faisceaux de connexion que vous voyez ici, différents types, par exemple le faisceau arché qui est impliqué dans le langage. Tous ces grands faisceaux sont présents à la naissance. Et tous les plissements du cortex, les plissements majeurs du cortex, sont présents dès la naissance. Et c'est donc un système extrêmement organisé qui va posséder ce qu'on appelle des noyaux de connaissances. C'est le terme qu'on utilise, core knowledge en anglais. C'est-à-dire, ce n'est pas un système vierge du tout, c'est un système qui s'attend déjà à trouver des objets visuels, à avoir des nombres, à entendre du langage. Ce que vous voyez par exemple ici, c'est l'activité cérébrale d'un petit bébé de 2 mois, en IRM, on est les premiers à faire ça, qui écoute sa langue maternelle, qui écoute des phrases. Et si vous connaissez un petit peu le cerveau, vous reconnaîtrez que c'est le même circuit que dans le cerveau adulte. Ce sont déjà les mêmes aires cérébrales vers lesquelles l'activation est canalisée, le traitement des phrases est canalisé. Bien sûr, ces aires ne sont pas encore organisées, donc elles ne connaissent pas encore la langue particulière qu'il va falloir apprendre, mais dans un contexte peut-être qui est celui de Chomsky depuis maintenant une 50aine d'années, on pense qu'il y a vraiment une sorte de dispositif d'acquisition du langage qui est particulier, qui est spécialisé dans l'espèce humaine et qui repose sur ces aires cérébrales particulières. Alors, quand je parle de noyau de connaissances, qu'est-ce que je veux dire exactement? Je veux dire qu'il y a un certain nombre d'expériences de pure psychologie, sans imagerie cérébrale, qui ont montré que l'enfant avait des compétences. Et par exemple, des compétences pour les nombres. Je vais juste vous donner un exemple. Vous êtes le bébé, là, vous voyez un film comme ça. Il y a des objets qui se cachent. Il y a d'autres objets qui arrivent, qui se cachent aussi. Et vous voyez un résultat. Et vous devriez être comme ça. C'est-à-dire les yeux écarquillés, parce que ce que vous avez vu, c'est 5 plus 5 égale 5, et non pas 5 plus 5 égale 10. Voilà. Vous voyez que cette expérience permet de créer une attente de la part de l'enfant, 5 plus 5, et puis ensuite une surprise, parce que l'attente est violée, il y a une violation de l'attente. Et on montre que l'enfant va regarder plus la sortie qui ne fait pas 10 que la sortie où il y a 10 objets. Et vous avez vu que les objets se déforment, peut-être je peux le rejouer une seconde, je ne vais pas expliquer en détail, mais les objets changent de forme, de taille, etc. C'est la manière qu'on a de contrôler pour la surface et tout autre paramètre physique pour être sûr que c'est vraiment le nombre qui est utilisé par les enfants. Donc les enfants, indépendamment de la taille des objets, s'attendent à ce qu'il y ait des nombres d'objets dans le monde extérieur et connaissent déjà certains aspects de leur combinaison. Alors ils ne savent pas que 5 plus 5 fait exactement 10, et ils n'ont pas de concept exactement 10. Ça c'est un concept qui est développé par l'éducation. Mais ils ont une notion d'approximation. Ils sont capables d'approximer. Et ceci pour des nombres petits et des nombres assez grands aussi. C'est la deuxième idée que je développerai aussi, c'est que parmi ce noyau de connaissances, il y a ce qu'on appelle un bébé statisticien. C'est-à-dire qu'il y a des algorithmes d'apprentissage extraordinairement sophistiqués qui sont donnés, là encore, par l'évolution, et qui permettent à l'enfant de faire des inférences et qui sont bien modélisés par ce qu'on appelle en mathématiques l'inférence bayésienne, qui est en fait une forme optimale d'inférence, l'extraction optimale d'informations d'une rencontre avec son environnement. Donc,
Donc l'exemple qui est ici sur la droite, c'est une autre expérience qui a été réalisée chez le bébé de quelques mois. Vous avez une personne qui ferme les yeux et qui puise dans une urne, et on voit qu'elle sort des balles, vous voyez, l'une après l'autre, et la plupart de ces balles sont rouges. Vous voyez, il y en a une qui est blanche, mais la plupart sont rouges. Et ensuite, à la fin de cette série, on révèle le contenu de l'urne, qu'on ne voyait pas au départ, et soit le contenu de l'urne est une majorité de balles blanches, soit le contenu de l'urne est une majorité de balles rouges. Vous voyez. Donc là encore, il y a une violation des attentes lorsque l'urne contient une majorité de balles blanches. Et bien là encore, le bébé va regarder plus longtemps lorsque son attente est violée. Mais ça prouve qu'il a eu une attente. Et si vous réfléchissez à la nature de cette attente, c'est exactement celle de l'inférence bayésienne. La probabilité traditionnelle, c'est vous savez ce qu'il y a dans l'urne, vous en déduisez les probabilités des sorties des balles. Ici, c'est l'inverse. On voit les balles sortir, on en déduit le contenu de l'urne. C'est typique de cette inférence inverse, cette inférence qui permet de remonter aux conditions du monde extérieur, au modèle du monde extérieur. Et l'enfant modélise, et on pense qu'il le fait dès le début de la vie, dès la naissance, il modélise le monde extérieur, il se fait des modèles statistiques de la manière dont les événements vont se dérouler dans le monde extérieur. Et des modèles qui sont évidemment extrêmement raffinés, puisqu'ils vont inclure des concepts très abstraits, comme celui de causalité, celui de gravitation. Ils savent que les objets tombent. Ils le découvrent, ça. C'est quelque chose qui est inféré par les enfants. Les enfants font des expériences. D'ailleurs, c'est une manière sympathique de le voir. Si vous avez un petit bébé, ça vous énerve évidemment de voir le bébé qui fait tomber les objets de sa table devant lui, y compris la nourriture, etc. Mais ce sont des expériences. Il expérimente pour voir que les objets tombent dans ces conditions. Il ne sait pas au départ que les objets ne tiennent pas en l'air tout seuls, mais il va le découvrir extrêmement vite dans les premiers mois de la vie. Donc un système d'inférence. On dit que l'enfant se comporte comme un scientifique au berceau. C'est le terme qui est utilisé par Alison Gopnik. C'est-à-dire que l'enfant va faire des expériences clés pour décider entre plusieurs hypothèses possibles sur le monde extérieur. Vous parliez tout à l'heure de Jean-Pierre Changeux, c'est exactement cette idée-là, le cerveau projectif qui projette des hypothèses sur le monde extérieur sur la base d'un lexique de concepts, de nombres, d'objets, d'espace, et va essayer des hypothèses sur le monde extérieur et les rejeter ou les sélectionner. Donc il dispose d'un jeu d'hypothèses hiérarchiques, il sélectionne en fonction de leur plausibilité, et pour sélectionner en fonction de la plausibilité, il est obligé de faire des calculs statistiques. Alors il y a toute une série de recherches actuellement qui montrent que l'enfant est capable de faire des calculs avec des probabilités. Donc pas seulement avec des nombres exacts ou approximatifs, mais avec les probabilités correspondantes. Je vous donne encore un exemple. Voilà une expérience qui a été réalisée par Luca Bonatti, qui est publiée dans PNAS il y a quelques années. Vous voyez une urne dans laquelle il y a des objets et la majorité sont bleus. Voyez. Et puis ils gigotent dans tous les sens et il y a un orifice en bas. Et à un moment, les objets disparaissent et il y en a un qui sort. Et là encore, vous devriez être surpris. Voyez. L'événement qui est sorti ici, c'est l'événement improbable. On peut comparer, bien entendu, toutes choses égales par ailleurs, avec un événement probable. Donc c'est ce qu'on va faire. On va avoir des situations. Alors dans toutes ces expériences, la situation physique est identique à la fin. Donc c'est un objet qui sort, mais il était probable ou il était improbable. Et là encore, l'enfant va regarder plus longtemps avec surprise l'événement improbable, ce qui montre qu'il a fait un calcul de probabilité. Et ce que montrent les recherches de Luca Bonatti, c'est que non seulement ce calcul de probabilité distingue entre événements probables et improbables, mais en fait le regard de l'enfant, qui est indiqué ici sur l'axe des Y, c'est le temps de regard de l'enfant, combien de secondes il a mis à regarder la situation finale avant de se détourner. Eh bien ce temps est directement corrélé à l'inverse de la probabilité, l'improbabilité de la situation qu'il avait sous les yeux. Par exemple, si les objets sont proches de la sortie, après tout, c'est relativement probable qu'ils sortent. Donc on pense que l'enfant fait tourner une sorte de simulation dans sa tête, une sorte de modèle génératif, qui va prédire la probabilité de tel ou tel événement dans le monde extérieur. Et si on fait ce test avec des singes, alors, que se passe-t-il ? Tout n'a pas été fait chez le singe, c'est assez difficile évidemment, mais on pense que ces noyaux de connaissances sont largement communs. Donc le concept de nombre, par exemple, le concept de probabilité sont présents déjà chez d'autres primates et en fait chez d'autres mammifères. Ce sont des concepts tellement élémentaires, le concept d'objet, la notion d'espace, bien sûr, la cartographie de l'espace, un système extrêmement ancien. Pratiquement tous les animaux qui doivent se déplacer cartographient l'espace. Donc ce sont des concepts noyaux qui sont présents dans beaucoup d'espèces. Et pour anticiper un petit peu, on pense qu'une des choses qui est particulière chez l'espèce humaine, il y a sans doute beaucoup de raffinement des algorithmes d'apprentissage, mais il y a aussi, et je pense que c'est l'hypothèse principale, l'augmentation des espaces d'hypothèses par leur combinaison. C'est-à-dire un langage qui permet de combiner les concepts entre eux.
Et ça pourrait être quelque chose de très particulier à l'espèce humaine. Donc les noyaux seraient partagés, mais le langage pour les combiner serait particulier à l'espèce humaine. Ce qui nous permet de dire, par exemple, la négation, pas 3. Voilà. Quelque chose aussi simple que ça. Énoncer un concept ou pas rouge. Cet objet n'est pas rouge. Eh bien, ça, c'est déjà un concept combinatoire impliquant le langage ou un langage interne qui est probablement quelque chose qui n'est pas exprimable par certains animaux. Et peut-être par aucun autre animal que l'espèce humaine. Bref, apprendre, c'est sélectionner parmi un ensemble d'hypothèses. Ça veut dire que l'enfant génère et sélectionne. Et qu'il a déjà une sorte de capacité de petit scientifique. Alors, on pense que ça joue un rôle important dans l'apprentissage du lexique. Et pas seulement dans l'apprentissage des mathématiques, par exemple, ou dans l'apprentissage de la physique. Donc, par exemple, lorsque vous apprenez le sens des mots, je vais vous donner un exemple. Là encore, vous êtes le bébé ou l'enfant. Les enfants apprennent à peu près 20 mots par jour. 20 mots par jour, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on a très très peu d'évidence. Aucun réseau de neurones ne fait ça actuellement. Aucun réseau de neurones artificiels ne fait ça. C'est être capable, sur la base de 2 ou 3 ou 4 instances d'un mot, de comprendre ce qu'il veut dire. Donc là, dans les réseaux de neurones actuellement, il faut des millions d'expositions à des corpus énormes comme Wikipédia pour arriver à extraire un peu d'informations. Ça commence à venir. Hein. Voilà ce que fait un jeune enfant. Je vous dis que ceci, c'est un objet qui s'appelle un tufa. Okay, ça, c'est un tufa. Voilà un autre tufa. Voilà encore un autre tufa. J'espère que vous voyez à peu près bien. Ok, est-ce que ça, c'est un tufa? Oui. Est-ce que ça, c'est un tufa? On ne voit pas très bien. Non. Est-ce que ça pourrait être un tufa? Ouais. Non. Et voilà, on continue comme ça. Pardon. Et l'expérience montre que les personnes sont extrêmement capables de généraliser, et on est tous d'accord, hein, les objets qui sont entourés ici, tout le monde est d'accord que c'est des tufas, et les autres, non, ce ne sont pas des tufas. Voilà. Vous avez compris une sorte de concept abstrait, parce que ces formes ne se répètent pas, de ce que c'est que cet objet. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ces données sont extrêmement bien modélisées par un apprentissage bayésien sur un arbre d'hypothèses. On a un arbre d'hypothèses qui ressemble un peu à un arbre de l'évolution. Tous ces objets ont été générés par mutation dans un algorithme informatique, hein, et ceux qu'on a appelés tufas sont là, les 3 là, en rouge. Alors, si vous considérez des hypothèses qui sont les branches de l'arbre, eh bien, celle-ci est trop petite, elle ne contient pas l'une des observations, donc elle est éliminée. Celle-ci est juste bien, just right, et donc c'est la plus plausible. Celle-ci est possible aussi, mais elle est trop grande, donc elle est moins probable en réalité. Dans l'inférence bayésienne, elle va être éliminée parce qu'elle a une probabilité a priori plus faible. Donc voilà, sur cette base d'un algorithme d'apprentissage bayésien, on arrive à comprendre comment l'enfant apprend tel ou tel mot. Comment il apprend par exemple que le mot chien ne fait pas référence à son chien particulier, mais à tous les chiens. Alors que Médor, lui, fait référence à ce chien particulier, et que mammifère fait référence à l'ensemble de tous les chiens. Et ce type de modèle bayésien permet d'expliquer comment on apprend les mots. Alors, ce n'est pas encore un modèle neurologisé, il y a tout un travail extraordinaire pour arriver à comprendre comment la machinerie neuronale implémente des inférences bayésiennes, mais l'idée fondamentale que le cerveau fait des inférences bayésiennes, je crois, est bien établie. Alors voilà, tout ceci est implémenté évidemment par une plasticité cérébrale que je pense que vous connaissez. C'est une idée qui est déjà très ancienne maintenant, qui date du début du XXe siècle, avec Caral, que les neurones se connectent entre eux par des synapses, et ces synapses sont des éléments mobiles. On voit ici un neurone pyramidal, un peu schématisé, avec ces dendrites qui reçoivent les informations en provenance d'autres neurones par le biais de leur axone. Donc ici, il y a un autre neurone qui envoie son axone, et il y a un point de contact qui est la synapse, avec un zoom sur la synapse ici. Il faut savoir que ces synapses sont des éléments extrêmement mobiles. Il y a les épines dendritiques que l'on voit ici, sur les dendrites, qui vont littéralement bouger, on le voit maintenant en microscopie optique, qui vont se connecter, se déconnecter, se déplacer, se rétracter, se dupliquer en fonction des apprentissages. Et ce bouillonnement est absolument particulier dans les premières années de vie, et chez l'homme en particulier. Ce sont des millions de synapses qui se font et qui se défont chaque seconde dans le cerveau du petit enfant. C'est un bouillonnement particulier qui va se réduire progressivement à mesure que les neurones, en quelque sorte, se figent, deviennent entourés de réseaux qui les empêchent de se déplacer, d'être mobiles. Hein. Et donc, on va avoir une plasticité qui diminue au fil du temps. Mais on ne sait pas encore très bien comment cette plasticité permet d'implémenter des modèles bayésiens. C'est un vrai sujet de recherche. Et ce que je veux dire, c'est que cette plasticité est parfois un peu exagérée. On a tendance, par le biais de cette plasticité importante des synapses, à penser que le système est une ardoise vierge, que tout est possible, que tout va s'imprimer dans le cerveau. Ça n'est absolument pas le cas. C'est une plasticité qui est terminale, c'est-à-dire au niveau, à l'échelle de, disons,
5 ou 10 millimètres. Les connexions vont pouvoir se modifier dans les terminaisons axonales et dans la manière dont elles se connectent les neurones d'arrivée. Mais les grands faisceaux de connexion, eux, vont pas changer ou très rarement. Et même dans des cas extrêmes où il pourrait y avoir une plasticité, elle n'est pas toujours extraordinaire. Ici, par exemple, vous avez un exemple, ce sont des exemples vraiment étonnants, on en a eu un au laboratoire, hein, d'une personne qui n'a qu'un seul hémisphère. Soit parce qu'on fait une intervention chirurgicale dans la petite enfance pour réduire une épilepsie, soit ici, vraiment, il y a un hémisphère qui ne s'est pas développé du tout à 7 semaines de grossesse. Et donc, on pourrait penser que le cerveau se réorganise de façon radicale. Et il va se réorganiser. Ce n'est pas exactement un hémisphère complètement normal. Mais ce qu'on voit ici, c'est les cartes visuelles du cerveau. Et vous voyez qu'elles ne sont pas complètement réorganisées. Donc ici, c'est le cerveau normal, c'est une personne de contrôle, dans lequel il y a ces cartes visuelles, la partie... L'hémisphère gauche, ici, la partie occipitale de l'hémisphère gauche, contient une carte de la partie visuelle droite de la rétine, avec cette correspondance croisée. Hein. Donc la rétine droite projette sous forme de carte sur le cortex visuel gauche et vice-versa. Qu'est-ce qui se passe chez la personne qui n'a qu'un seul hémisphère? Eh bien, fonctionnellement, d'abord, elle est quasiment aveugle dans la partie qui lui manque. Donc la partie gauche de la rétine, elle est presque aveugle, mais pas totalement. Et c'est ça qui est étonnant. Si elle avait eu cette lésion, cette perte d'un hémisphère à l'âge adulte, elle serait totalement aveugle. Elle ne l'est pas. Elle a des petites taches et des petites zones du champ visuel gauche qui sont représentées de façon anormale dans l'hémisphère qui est intact ici. Mais vous voyez à quel point c'est un petit phénomène. Pratiquement toute la carte est normale et il y a des petites parties qui sont représentées ici, où il y a une représentation anormale de l'autre moitié de la rétine qui a été conservée chez cette personne, probablement par le biais de projection par le thalamus. Donc pas seulement par le cortex, mais par des connexions sous-corticales. Donc vous voyez, même dans un exemple extrême, c'est-à-dire un enfant qui à partir de 7 semaines a commencé à développer avec un seul hémisphère, eh bien il y a une réorganisation modeste, réelle, mais modeste, du cerveau. Il faut penser que le cerveau est contraint. Il y a des contraintes génétiques fortes sur la préorganisation et sur les hypothèses qu'on est capable de générer dans le monde extérieur. Alors ça m'amène à ma troisième idée, qui est une thèse personnelle que j'essaye d'étayer par des expériences, qui est l'éducation comme un recyclage neuronal. Nous sommes un petit peu comme cette caricature de Darwin, nous sommes des humains avec le socle de l'héritage de l'évolution de tous les primates. Et donc nous héritons de notre évolution des représentations intuitives de domaines qui étaient importants pour notre survie, l'espace, le nombre, le langage dans le cas de l'espèce humaine. Mais nous n'avons par exemple jamais eu d'évolution pour la lecture. La lecture est une pure invention culturelle, d'ailleurs récente. Jusqu'à encore il y a 1 ou 2 siècles, il y avait vraiment une toute petite fraction de l'humanité qui savait lire, donc il n'y a pas de pression génétique suffisante pour changer le génome humain pour la lecture. Donc nous devons apprendre à lire en faisant feu de tout bois, en utilisant les circuits contraints de notre cerveau. Et nous allons réutiliser certains de ces cerveaux et les recycler dans une nouvelle direction. Donc chaque usage culturel, chaque apprentissage que nous faisons à l'université ou avant, nous devons lui trouver une sorte de niche neuronale. Et le cerveau humain a une telle exubérance de modèles possibles, d'hypothèses possibles, qu'il est capable d'apprendre des choses aussi exotiques que d'apprendre à lire, par exemple. Aucun primate, autre que l'humain, bien entendu, n'est capable d'apprendre à lire. On peut avoir des modèles bas niveau, de la reconnaissance d'une lettre, par exemple, ou d'une chaîne de lettres, mais c'est tout. Hein. Alors, je vous donne un exemple, par exemple, celui des mathématiques, pour ne pas parler que de la lecture. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un sens du nombre, qu'il existait chez l'animal. Il a en fait des circuits bien identifiés dans le cerveau du singe macaque, qu'on voit ici, 2 régions, le cortex préfrontal latéral et le sillon intrapariétal, dans lequel on trouve des neurones qui répondent au nombre d'objets. Extraordinaire, hein. Vous présentez 3 objets, certains neurones répondent. Vous présentez 2 objets, d'autres neurones répondent. Vous présentez un objet, d'autres neurones répondent. Il y a des populations de neurones qui distinguent le nombre d'objets qui est présent devant l'animal. Vous demandez à un humain maintenant de faire des calculs, quelque chose qui dépasse totalement ce que font les autres primates, faire 3 x 9, 27, ou 27 moins 4, etc. Eh bien, ce sont les mêmes régions homologues qui vont s'activer. On pense qu'elles contiennent un code neuronal similaire, mais qui se développe par l'éducation, par l'apprentissage, qui se recycle pour atteindre un niveau supérieur, un niveau de représentation des nombres exacts, exactement 27 et pas 28, que les autres animaux ne sont pas capables de faire. Donc cette capacité de recyclage neuronal par le biais des symboles, et notamment du langage, serait quelque chose de tout à fait développé ou particulier à l'espèce humaine, singulier à l'espèce humaine. Peut-être, oui, une question intéressante à glisser vient de nous arriver, je vous livre.
sur la question de savoir si les contraintes dont vous parlez sont les mêmes pour tout le monde, ou s'il y a des éléments dits héréditaires dans la question, c'est-à-dire des différences individuelles, au fond, au niveau de ces contraintes, ou est-ce qu'elles dépassent le simple caractère C'est une individuel? très bonne question. Oui. Donc, on pense que les noyaux de connaissances sont présents chez tous les enfants. Donc, par exemple, il y a une étude récente d'ailleurs qui a compilé les données sur les bébés concernant le nombre. Tous les petits-enfants ont une capacité de traitement des nombres, et les garçons et les filles ont les mêmes capacités. Il n'y a pas de différence de genre à ce moment-là du tout. Même chose pour l'espace. Tout le monde a un circuit de l'hippocampe et des circuits associés qui permettent de cartographier l'espace. Sauf rares pathologies. Alors ça existe. Il y a des descriptions, par exemple, d'enfants anciens prématurés dans lesquels le circuit pariétal du nombre est anormalement développé et qui vont être à risque de développer une dyscalculie. Donc on peut, dans une certaine mesure, expliquer les enfants 10 par le fait que certains de ces circuits ne se sont pas mis en place complètement normalement. Souvent, c'est des différences quantitatives, c'est des différences de densité de connexion ou de densité neuronale dans certaines régions. Donc ce ne sont pas des couperets complets, la plupart du temps en tout cas, mais plutôt effectivement des différences quantitatives à l'intérieur d'une architecture qui est globalement la même. On a tous à peu près le même cerveau, tous les faisceaux, tous les plissements, nous les retrouvons, même certains plus petits, chez tous, mais avec une variabilité quantitative dans la densité de projection, etc. On peut supposer que derrière la question, il y a tout ce qui est travaillé autour des quotients intellectuels et donc oui. des différences de capacité entre les... Oui, alors entre les pour ce qui est du QI, effectivement, il y a des corrélations non négligeables, mais avec en particulier l'épaisseur du cortex et de la matière grise dans le cortex préfrontal, et dans un réseau qui est celui qu'on a décrit avec Jean-Pierre Changeux comme étant celui de l'espace de travail global, c'est-à-dire le traitement conscient des informations, rationnel des informations. Donc il y a des corrélats effectivement du QI. Ce qui est toujours très difficile dans ces études, c'est de faire la part de l'acquis et du point de départ. Toutes ces études, la plupart sont menées soit chez l'adolescent, soit chez l'adulte. Donc il y a à ce moment-là un mélange complet de ce qui pouvait être le point de départ et de ce qui a été ensuite dû à l'éducation. Ça, c'est très très difficile de répondre à cette question. Mais on pense quand même qu'il y a un certain nombre de pathologies, par exemple la dyslexie, il y a une part héréditaire importante. Si vous avez un premier enfant qui est dyslexique, vous avez 50% de chance d'avoir un deuxième enfant dyslexique. Donc voilà, donc c'est considérable. C'est une très forte part héréditaire. Il y a plusieurs gènes qui ont été identifiés maintenant pour la dyslexie, qui sont tous impliqués d'ailleurs dans la migration neuronale ou dans la mise en place des connexions neuronales. Donc on pense qu'il y a un rôle des connexions dans cette affaire très important et qui peut-être permet d'identifier les enfants qui sont à risque. Alors, voilà, je voulais vous dire jusqu'où ça va. C'est une question qu'on s'est posée récemment. Ici, on a donc le singe qui est en train de regarder des ensembles d'objets, 3 objets, 4 objets, 5 objets, c'est très concret et c'est non symbolique. Ici, on a l'humain qui regarde des nombres, le chiffre 3, le chiffre 4, le chiffre 5. Mais est-ce que cette idée du recyclage neuronal va jusqu'à expliquer ce qui se passe chez les mathématiciens? Je pense qu'il y a un certain nombre de mathématiciens et de physiciens dans la salle. Moi, j'étais moi-même entraîné en mathématiques au départ. Qu'est-ce qui se passe quand on fait des mathématiques? La thèse que j'avais développée dans la bosse des maths, c'est que, en fait, les mathématiques sont une pyramide, une construction pyramidale qui s'appuie sur ses fondements, que sont le nombre, l'espace, le temps. Et donc, tout récemment, dans un article de PNAS, on a fait une étude systématique d'imagerie cérébrale des grands mathématiciens. On a regardé quelles régions ils utilisent pour réfléchir, les mathématiciens professionnels, à leur domaine de mathématiques favori. Alors, c'était une expérience un peu amusante comme ça, même si elle est un peu profonde aussi, mais on est tellement au début. Alors, 15 mathématiciens professionnels ont été recrutés, ont été scannés à Neurospin. Il fallait des sujets contrôle. Qu'est-ce qu'on prend comme sujet contrôle? Alors, nous avons recruté 15 spécialistes des humanités et des sciences sociales qui n'avaient pas fait de mathématiques depuis le baccalauréat. Voilà. Mais dont les salaires étaient comparables. Donc ils avaient confiance en eux. Donc les variables clés étaient à parier. Alors, c'était pas évident non plus de savoir quoi leur faire faire dans une machine d'IRM. Pendant longtemps, j'avais beaucoup d'amis mathématiciens, puis par exemple à Lincoln, on a beaucoup discuté de ces questions-là, vous avez mentionné. Mais je me disais, à quoi ça sert de les faire venir à Neurospin pour leur faire faire 7-3? Ça n'a pas de sens. Donc, on a fini par trouver cette tâche, qui est de faire écouter des phrases, des toutes petites phrases, qui vous font réfléchir pendant quelques secondes à un domaine des mathématiques. Alors, je vais essayer de vous en faire écouter quelques-unes.
Toute matrice carrée à coefficient complexe est semblable à une matrice triangulaire supérieure. Alors, non, mais il y a des gens qui suivent. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Voilà. Vous êtes dans une IRM, la machine fait un bruit de 100 décibels et vous devez dire si c'est vrai, si c'est faux. D'accord? Si c'est vrai, si c'est faux ou si ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a certaines phrases qui n'ont pas de sens. Alors, je vous en livre une autre. Il existe une fonction continue de la sphère unité vers elle-même et sans point fixe. Vrai ou faux? Faux, écoutez. Non, c'est un théorème classique qui veut dire que si on a une sphère, on ne peut pas peigner la sphère. Si on a un champ de vecteurs sur la sphère, on ne peut pas trouver un champ de vecteurs parfaitement continu. Il y a toujours des singularités. Alors, la troisième question, là. La projection stéréographique admet pour caractéristique de l'air racine de 2. Alors ça, c'est n'importe quoi. Alors j'espère qu'il y a des mathématiciens. Ça c'est le gibberish. Je pense qu'il y a certaines personnes ont suivi. C'est-à-dire que si vous êtes mathématicien, c'est comme Jabberwocky de Lewis Carroll. C'est un poème, mais ça ne veut rien dire du tout. Et donc vous pouvez éliminer ces phrases très vite. Par contre, les autres, vous êtes obligés de réfléchir. Donc, de cette manière-là, on peut faire des soustractions qui montrent l'activité d'un réseau qui est associé aux mathématiques. Et on a vu que ce n'est pas du tout le cerveau qui s'activait lorsqu'on fait des mathématiques, c'est un réseau bien précis, toujours le même chez tous. Et vous voyez qu'il s'active pour tous les domaines des mathématiques, l'analyse, l'algèbre, la topologie, la géométrie, par rapport à des phrases qui ne sont pas mathématiques. Alors, on avait des phrases en histoire, en géographie, qui n'impliquaient pas de nombre ou de mathématiques. Donc il y a un réseau particulier lorsqu'on réfléchit à des concepts mathématiques, et ce qui est remarquable, c'est que c'est le même réseau que celui qu'on observe lorsqu'on fait des petits calculs ou lorsqu'on voit simplement un nombre. Donc on réutilise pour des mathématiques, évidemment en différenciant les concepts qui sont dedans, hein, mais on réutilise les mêmes régions cérébrales qu'on a tous depuis le départ, même les non-mathématiciens, pour faire des calculs 2 plus 2, 5 plus 5, etc. Donc cette notion de recyclage d'un circuit qui va se différencier pour coder des concepts combinatoires de plus en plus complexes. Donc résumé, hein, dans cet exemple particulier des mathématiques, nous possédons tous un sens approximatif du nombre, hérité de notre évolution, qu'on partageons y compris avec les lions, par exemple, ou certains poissons. Il y a beaucoup d'études dans différentes espèces. Nous le partageons donc avec d'autres animaux, mais au cours de notre développement, nous appuyons sur cette représentation et d'autres, comme le sens de l'espace, pour construire des représentations du nombre exact et de l'arithmétique, puis une pyramide de concepts mathématiques de plus en plus abstraits. Et ce qui est tout à fait fascinant dans le domaine éducatif, c'est que si vous mesurez, par exemple chez le jeune enfant, la précision de ce système de nombres approximatifs à 4 ans, à 5 ans, vous pouvez prédire les scores mathématiques, dans une certaine mesure, hein, plus tard, des années plus tard. Voilà. Vous allez être capable de prédire les notes des enfants. Alors, c'est pas parfait, hein, mais disons 20%, 30% de la variance va être capturée par cette mesure initiale de précision du système des nombres. Donc, c'est important. Ça veut dire que certains tests, là, j'endosse pour une seconde le costume du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Ça veut dire que si on fait certains tests évaluatifs en début d'année, on va être capable, dans une certaine mesure, de savoir quels sont les enfants qui auront le plus besoin d'aide en mathématiques parce qu'ils risquent de moins bien comprendre certains concepts des mathématiques. Ça répond parce qu'on a une question, mais effectivement, quand on dit nul en maths à un moment, ça peut venir initialement d'un problème initial. Ou alors nul en maths, ça n'existe pas. Non, mais voilà. Ça, c'est pour ceux qui sont condamnés à faire des SHS. Nul en maths, c'est une auto-attribution. Non, mais ça, c'est très très important. Nul en maths, c'est une inférence que la personne a faite sur la base de ce qu'on lui a renvoyé, ce que l'école lui a renvoyé. Personne n'est nul en maths. Tous les enfants disposent de ces circuits au départ. À des degrés peut-être un petit peu variables, mais grosso modo, c'est comme le fait d'avoir 5 doigts de la main. Tout le monde a 5 doigts de la main, avec de rares exceptions. Donc ça n'est pas vrai. Il n'y a pas d'enfants qui sont nuls en maths. Mais il y a des enfants qui concluent qu'ils sont nuls en maths parce qu'on leur a renvoyé qu'ils étaient toujours en dessous de la classe. Bon, on n'a simplement pas adapté l'éducation, je pense, suffisamment à leur cas particulier. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur la lecture. Je suis allé dans des centres qui travaillent avec les enfants dyslexiques, mais extrêmement sévères, des dyslexiques très sévères. Tous ces enfants peuvent apprendre à lire. Tous. Voilà. Il n'y a pas d'enfants qui ne soient pas capables d'apprendre à lire, même dans ces centres. Enfin, très très rares exceptions, même dans ces centres où on traite les enfants dyslexiques les plus sévères. C'est juste une question de prendre le temps de passer par les étapes pédagogiques appropriées.
Alors, oui, l'exemple de la lecture, par exemple, c'est un autre exemple de recyclage neuronal. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la lecture? Dans la lecture, vous allez réutiliser des circuits qui sont présents en fait chez le singe macaque. Ici, en couleur, ce sont la représentation des aires de Brodmann, c'est-à-dire une subdivision du cortex qui existe chez le macaque et qui existe aussi dans le cerveau humain. Donc, nous avons des aires dans le cerveau de tous les primates qui sont impliquées dans la reconnaissance visuelle des objets, des visages et des lieux. Et nous réutilisons ces régions pour rajouter une reconnaissance particulière qui est la reconnaissance des mots, des chaînes de caractères à l'écrit. Donc nous allons utiliser une aire bien particulière qu'on a découverte avec Laurent Cohen à la Salpêtrière et nommée l'aire de la forme visuelle des mots, et qui se développe, enfin plus exactement, qui existe déjà, mais qui se spécialise pour la représentation des mots écrits lorsqu'on apprend à lire. On a fait beaucoup d'expériences là-dessus, vous en avez une ici, où on compare des enfants de 6 ans qui n'ont pas appris à lire, avec des enfants de 6 ans qui ont réussi à apprendre à lire rapidement, et d'autres de 9 ans qui sont devenus d'excellents lecteurs. Et vous voyez que la différence principale, c'est l'émergence d'une région, qui est en vert ici, qui se met à répondre de façon sélective aux chaînes de caractères, aux séries de lettres sur l'écran qui peuvent former des mots. Et d'autres régions vont se spécialiser pour les visages, par exemple, ou pour les maisons, ou pour les damiers, les objets, etc. C'est une mosaïque de régions qui se différencie progressivement, et si vous êtes exposé à la lecture, vous allez développer une région particulière pour la reconnaissance des mots. Donc vous recyclez un système ancien. Une des manières de voir que cette théorie du recyclage tient la route, c'est qu'il y a effectivement une petite compétition dans le cortex. Donc le fait que vous dédiez une région à la lecture l'empêche de développer une représentation d'autres catégories visuelles, et en particulier des visages. Et donc, si vous comparez des personnes alphabétisées, non alphabétisées, bien entendu, leur représentation des mots écrits est différente, mais aussi leur représentation des visages est différente, parce que les mots sont entrés en compétition avec les visages dans l'hémisphère gauche, et chez une personne qui a appris à lire, donc chez tous ici dans la salle, l'aire des visages s'est déplacée dans l'hémisphère droit. Voilà. L'aire des visages se déplace dans l'hémisphère droit parce qu'il y a compétition à l'intérieur de l'hémisphère gauche étant plus spécialisé pour la représentation du langage. Donc, par le biais de phénomènes de ce type-là, qui sont des petits phénomènes, on se rend compte qu'il y a une réalité à cette notion de recyclage neuronal, c'est-à-dire qu'une région se réoriente, elle ne peut plus prendre en charge une autre fonction comme la représentation des visages. Alors, j'en viens à ma dernière idée, je ne sais pas si on a le temps, oui, je sais pas, vous me donnez quoi, quelques minutes encore? Allez-y, on a comment? Parce que c'est la dernière idée, c'est que cet algorithme d'apprentissage dont nous disposons dans l'espèce humaine, il a un certain nombre de piliers, de fonctions particulières qui ne sont pas encore bien imitées dans les réseaux de neurones, ou qui commencent à l'être dans les réseaux de neurones actuels, mais qui le rendent extrêmement rapide et efficace. En ce qu'on appelle les piliers de l'apprentissage, je vais passer très rapidement, je crois qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais j'ai essayé de distinguer 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'attention. Un filtre qui nous permet de prendre certaines informations, d'y prêter attention, de les amplifier dans le cerveau. Un filtre sélectif et qui détermine ce que nous sommes capables d'apprendre. Deuxièmement, l'engagement actif. Un étudiant, un apprenant qui est engagé dans la génération active d'hypothèses, qui a une curiosité, une motivation d'apprendre. Troisièmement, le retour sur erreur. Le fait de recevoir des signaux et d'échanger dans le cerveau des messages d'erreur qui indiquent ce qui n'allait pas et comment mettre à jour le modèle mental. Et quatrièmement, la consolidation, la capacité d'automatiser ce qui a été appris, de le transférer du conscient vers le non-conscient, et on verra le rôle du sommeil dans ce domaine. Donc ces 4 piliers sont 4 leviers aussi pour l'éducation, que l'on peut utiliser dans les petites classes, mais aussi dans les grandes classes, mais aussi à l'université. Ce sont des modulateurs extrêmement puissants de l'apprentissage. Alors, premier pilier, l'attention. Je pense qu'il y a trop de détails sur cette diapositive, mais vous dire qu'on distingue plusieurs systèmes attentionnels, un système d'alerte qui vous dit quand faire attention, maintenant, c'est le moment, et des moments importants de votre vie. Le système d'orientation spatiale, qui vous permet d'amplifier un objet particulier à l'intérieur de tout ce qu'il y a autour de vous en ce moment. J'espère que vous faites attention à moi en ce moment et pas à la caméra, ou je ne sais pas quoi. Et puis, le contrôle exécutif qui vous dit comment traiter une information. Il y a 10 manières de traiter l'information, mais vous en choisissez une particulière pour réaliser une tâche donnée. Alors, je voudrais vous donner un exemple, peut-être ça va aussi tous nous réveiller, un petit film dans lequel on joue avec votre attention ici. Vous le connaissez peut-être déjà, mais si vous ne le connaissez pas, c'est pas mal. Parce que vous connaissez peut-être déjà le film du gorille. Si vous ne connaissez pas le film du gorille, je vous le recommande. Mais voilà, ça c'est une autre version. Alors c'est une petite énigme policière, en plus elle est en anglais, donc concentrez-vous bien, essayez de suivre. Elle est plutôt courte, hein. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument.
I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. Bon. Alors, vous avez bien observé. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? How observant were you? Ah, regardez. 21 choses ont changé sous vos yeux. Il n'y a pratiquement rien qui n'a pas changé. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Alors, voilà, là, ça se termine par une petite morale. C'est facile de rater quelque chose que vous ne cherchez pas à voir. Sur une route, ça peut être vraiment dangereux. Faites attention aux cyclistes. Et au passage, n'utilisez pas votre téléphone portable. C'est une des raisons. Non, donc ça vous montre. C'est pour vous illustrer l'incroyable pouvoir de l'attention. Vous êtes concentré sur l'histoire et tout ce à quoi vous ne faites pas attention, vous ne le voyez pas. Mais dans un sens très littéral, vous n'en êtes pas conscient du tout. Bien entendu, les images se projettent sur votre rétine. On peut montrer qu'il y a eu des activations dans votre cerveau à ces objets que vous n'avez pas vus. Vous n'avez pas vu que ça changeait. Et on a fait des dizaines d'expériences là-dessus au laboratoire. On peut créer des images subliminales qui vont assez profondément dans le cerveau, mais dont on ne prend pas conscience. Mais ici, c'est le filtre attentionnel qui les rend inconscients. Alors pensez à ça, vous êtes dans une salle de classe. Vous avez un enfant, par exemple, qui dit « je ne vois pas ». Mais c'est au sens littéral. Il ne voit pas. Voilà. Si on n'a pas l'attention orientée sur le bon niveau, on ne voit pas ce qu'on a sous les yeux. On peut très bien avoir un objet sous les yeux, il y a d'ailleurs des expériences qui ont été faites dans la réalité, hein, des personnes qui grillent un stop, par exemple, pour une voiture qui arrive, elles disent « je ne l'ai pas vu ». Ben oui, elles ne l'ont pas vu, il était là, il était sur la rétine, mais elle n'était pas au niveau conscient. Donc c'est un modulateur extrêmement important de l'apprentissage. J'utilise toujours cet exemple de la lecture globale et locale, c'est un exemple polémique, mais aussi bien documenté sur le plan expérimental. Hein. Vous avez des expériences dans lesquelles on présente exactement les mêmes objets. Donc là, vous avez une forme, mais c'est un mot. On a créé un alphabet nouveau, de sorte que ça, c'est une manière de représenter les mots en anglais. Donc ça, c'est le mot fog. Et il y a deux groupes de sujets. Il y en a un auquel on dit c'est une sorte d'idéogramme chinois. Tu dois apprendre ces mots, c'est les mots fog. Et un autre groupe de sujets à qui on dit c'est fait de 3 lettres. Elles sont verticales pour rendre les choses un peu plus différentes de ce qu'on connaît déjà. Mais il y a 3 lettres, vous voyez, F, O et G. Voilà. Et c'est la seule différence. Il y a 10 secondes au départ d'instructions qui sont données au sujet, qui sont différentes entre les deux groupes. Le groupe qui fait attention à la forme globale n'est pas capable d'apprendre. Il apprend les 20 premiers mots, mais il ne généralise pas aux mots suivants et il n'apprend jamais vraiment à lire cet alphabet. Et il n'utilise pas les régions appropriées de l'hémisphère gauche qui sont utilisées ici dans le groupe graphème-phonème, dans le groupe qui apprend les correspondances entre les lettres et les sons. Donc l'orientation de l'attention change tout pour l'apprentissage d'une capacité comme la lecture ici. Donc pensez-y, les petits-enfants à qui on apprend à lire, si on passe 1 an, comme on le fait actuellement parfois en maternelle, à leur présenter des phrases globalement, en leur laissant croire qu'ils vont être capables de lire, je suis désolé, moi j'ai encore des manuels scolaires, j'ai tous les manuels scolaires actuellement dans mon salon, 30 manuels scolaires à regarder. Il y en a qui commencent la première semaine par faire croire à l'enfant qu'il va lire la phrase « Il y a des garçons et des filles dans mon école ». Voilà, j'en ai un qui est comme ça, première semaine. Bon, c'est absurde. Et non seulement ça n'est pas une bonne manière d'enseigner, mais ça détourne l'attention de l'enfant, ça lui apprend la mauvaise attention, qu'il ne va pas développer correctement son circuit. Donc ces facteurs attentionnels sont vraiment extrêmement importants. Peut-être que l'exemple que vous prenez me donne l'occasion de glisser une question qui était posée tout à l'heure, qui était plus générale, sur l'écriture et la lecture et la corrélation avec l'alphabet ou les types d'alphabet. Donc ça faisait penser à un idéogramme, mais du même coup, je vous tends la perche. Oui. Alors, il y a plusieurs questions là. La première, relation entre lecture et écriture. On sait que le fait d'apprendre à écrire joue un rôle important dans l'apprentissage de la lecture. C'est très bénéfique
d'apprendre à écrire en même temps qu'on apprend à lire. On différencie mieux les formes, on différencie les formes qui sont en miroir par le biais du geste d'écriture. Donc beaucoup de recherches montrent qu'il faut continuer à apprendre à écrire aux enfants et que taper à la machine ne remplace pas complètement cet apprentissage de l'écriture. Maintenant, oui, il y a différents systèmes d'écriture. Ils passent tous plus ou moins par le même circuit cérébral avec des petites variantes qu'on essaye encore de comprendre, mais grosso modo, c'est le même circuit. Et en fait, l'intérêt du système alphabétique, c'est que vous devenez auto-apprenant. C'est-à-dire que dès que vous avez appris à décoder, vous êtes capable de lire des mots nouveaux et de les reconnaître ensuite et d'apprendre à les reconnaître plus rapidement. Les Chinois, malheureusement, ont un système dans lequel ils doivent apprendre 500 idéogrammes par an, pendant des années, jusqu'à l'adolescence, avant d'atteindre un certain niveau de lecture suffisant pour lire tous les journaux, etc. Donc pour eux, c'est différent. Ils ne peuvent pas être auto-apprenants parce qu'ils ne savent pas déchiffrer les mots, donc ils sont obligés d'apprendre de façon explicite que tel caractère, ça correspond à tel mot oral. Donc est-ce qu'on pourrait dire que c'est une lecture globale ? Oui et non, parce que même chez eux, il y a des éléments de décomposition des caractères. Même chez nous, lorsqu'on reconnaît, on finit par être un très bon lecteur. On reconnaît le mot rapidement et sans effet de longueur, c'est-à-dire que le nombre de lettres ne compte pas, mais le cerveau continue d'analyser le mot en lettres. Et bien chez eux, c'est pareil. Un caractère chinois est analysé en fait en sous-composantes. C'est pas complètement arbitraire. Hein. Il y a des composantes particulières des caractères. Elles sont non plus nombreuses que les lettres, mais on peut montrer que le cerveau chinois analyse le caractère. Et en particulier, il y a aussi un composant phonétique dans beaucoup de caractères chinois. Donc souvent, les caractères chinois sont formés de deux racines, dont l'une est phonétique et l'autre est plutôt sémantique. Et comme par hasard, la racine phonétique est souvent à droite, qui projette vers l'hémisphère gauche, mais peut-être d'accéder. Donc, c'est pas si différent. Hein. Il y a certains caractères chinois dont les Chinois peuvent deviner le sens et deviner la prononciation, même s'ils n'ont jamais vu. Il y a des relations statistiques qui existent, qui ne sont pas aussi déchiffrables que l'alphabet. Et si vous pensez à l'anglais, c'est un peu la même chose. Vous avez beau déchiffrer l'alphabet, il y a beaucoup de mots qui ne sont pas encore prononçables, qui sont trop irréguliers pour être prononçables. Donc les voies de la lecture sont très largement les mêmes en réalité. Alors, je ne sais pas vraiment si j'aurai le temps de vous parler de tout ce que j'avais prévu de parler, mais dire un mot quand même aussi pour dire que dans l'espèce humaine, ce système d'attention est particulier parce que c'est une attention partagée. Et là, il faut qu'on parle d'un aspect très particulier de l'espèce humaine qui est le cerveau social. Nous avons des circuits qui sont hyper développés pour la représentation de l'esprit des autres. C'est peut-être la différence, l'une des différences, mais une différence très importante entre notre cerveau et celui des autres primates. Nous représentons les pensées des autres et nous représentons nous-mêmes dans le contexte social. Et alors notre attention est déterminée par ce que font les autres. Donc ce sont des expériences ici chez les petits-enfants à nouveau. Vous voyez un enfant qui apprend un mot. Sa maman utilise un mot nouveau pour nommer cet objet qui est là. Eh bien, l'enfant ne regarde pas l'objet. Il regarde d'abord la maman se tourne et il va se tourner pour suivre son attention. Donc, c'est ce qu'on appelle l'attention partagée. L'attention de l'enfant est déterminée par l'attention de l'adulte. Et on sait qu'il y a peu ou pas d'apprentissage du tout. Si par exemple dans cette même situation, il n'y a pas d'adulte qui se tourne, il y a juste un haut-parleur qui donne le nom de l'objet, il ne se passe rien du tout, il n'y a pas d'apprentissage. L'enfant dépend de l'attention de l'adulte et prend des informations de l'attention de l'adulte. Alors c'est vrai à tous les âges de la vie, et l'apprentissage est très dépendant donc de l'attitude de l'adulte. Et l'apprentissage n'est pas le même s'il n'y a pas d'adulte du tout, par exemple. Donc c'est pour moi, à mon avis, un talent très important de l'enseignant d'arriver à captiver l'attention et à orienter l'attention des enfants vers le bon niveau. Bon, je vais peut-être passer... On a encore un petit peu de temps ou pas? Parce que je ne sais pas, j'empiète sur la suite. Piliers 2 et 3. Engagement actif, retour sur erreur. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est un peu ce que je vous ai dit au départ. Un organisme, et en particulier les humains, apprennent beaucoup mieux lorsqu'ils génèrent des hypothèses et qu'ils reçoivent un retour sur erreur qui leur dit cette hypothèse était juste ou cette hypothèse était fausse. Alors, ça se traduit par des expériences de psychologie extrêmement intéressantes qui montrent qu'on peut obtenir des gains d'apprentissage en incluant pas seulement des cours magistraux, mais aussi des tests de ces connaissances. Donc, c'est une expérience qui est publiée dans Science en 2008. Donc, vous voyez, c'est pas très ancien, il y a 10 ans. Hein. Une expérience assez simple et dans laquelle tout le monde faisait les mauvaises prédictions. Maintenant, peut-être vous allez faire les bonnes, parce que je vous ai expliqué un peu les choses, mais imaginez cette situation. Vous avez 2 heures de test, vous avez 2 heures d'apprentissage, pardon. Vous avez quelque chose à apprendre, du lexique de l'Esquimau, et vous avez 2 heures pour l'apprendre. Et on va faire 3 groupes de sujets. Il y a un groupe de sujets qui va passer tous ces quarts d'heure là à étudier,
S, ça veut dire study. Donc pendant 2 heures, il va étudier, prendre son manuel, réviser ses mots, etc. Puis il y a 2 autres groupes, vous voyez, qui de temps en temps vont arrêter l'étude pour tester. Tester, ça veut dire qu'ils vont essayer, on va leur demander des mots en esquimau, ils vont générer le mot correspondant en français, et puis ils vont savoir s'ils ont juste ou faux. Et puis il y a certains groupes qui vont faire que alterner études et tests, études et tests. Alors évidemment, le test fait perdre du temps, hein, puisqu'on a un temps constant. Là. Et donc ça veut dire que les sujets du groupe d'en haut, ils ont 2 fois moins de temps pour étudier que les autres. Mais ils se testent. Qu'est-ce que vous pensez qui va être le meilleur pour l'apprentissage ? Ben, c'est le test. Voilà. Alterner, étude, test, extrêmement clair. Vous voyez, 48 heures plus tard, mais très grosse différence. Hein. Doublement des performances de mémoire des personnes qui se sont testées, qui ont eu la chance de se tester. Ça marche en particulier, plus on laisse du temps passer. Au bout d'1 semaine, il y a une très grosse différence entre le groupe qui a eu la possibilité de se tester. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne marche pas immédiatement. Si vous testez immédiatement les connaissances, il n'y a pas de différence, voire un avantage pour ceux qui ont étudié. Et ça crée une illusion. Et donc dans l'étude de Science, il y a ce résultat, mais il y a aussi le méta-résultat qui est que les enseignants et les étudiants se trompent et pensent qu'il vaut mieux étudier. Et on connaît tous des étudiants qui passent toute leur soirée à bûcher le manuel, à stabiloter, vous savez, en couleur, là, tout le manuel, etc. Ça ne marche pas bien. Il faut leur apprendre qu'on alterne l'étude et le test, l'étude et le test. Et ça marche de 1000 manières différentes. Il y a beaucoup de littérature sur ce sujet. Par exemple, sur l'histoire de l'esquimau, là. Imaginez encore une situation intéressante. Vous devez apprendre des paires, donc mots en esquimau, mots en français. Okay, Gamoutlik, traîneau. Alors là, il y a 2 conditions. Il y a une condition où on vous montre une carte dans laquelle il y a les 2 mots, esquimau, français, en même temps pendant 10 secondes. Puis il y a une autre condition ici, où on vous montre d'abord le mot en esquimau pendant 5 secondes, et ensuite seulement le mot en français et le mot en esquimau pendant 5 secondes. Donc on pourrait penser que vous avez moins d'informations ici. C'est seulement, là vous avez 10 secondes de présentation corrélée, simultanée des 2 mots. Pour un réseau de neurones, par exemple, il y a plus d'apprentissage ici que là. Bon, pour le cerveau humain, c'est l'inverse. C'est cette condition-là qui marche le mieux. C'est là qu'on se souvient le plus de mots parce qu'on génère une hypothèse et on s'aperçoit qu'elle est juste ou elle est fausse et on propage des messages d'erreur dans le cerveau. Oui. Alors, oui. Juste sur ce point, sur les tests, est-ce qu'il y a une influence Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a une influence des différences individuelles par rapport aux tests ? Est-ce que c'est un facteur qui va pouvoir, entre études et tests, rentrer aussi en compte ? Non. Là, je pense qu'on peut être catégorique. Cet effet est présent chez tous les sujets. Tout le monde bénéficie du fait de se tester. C'est vraiment une propriété de l'architecture d'apprentissage de notre cerveau. Ouais. J'en profite pour dire qu'il y a un mythe contre lequel il faut lutter, parce qu'il revient régulièrement, qui est celui des styles d'apprentissage. Nous avons tous le même algorithme d'apprentissage, et ça n'est pas vrai qu'il y a certaines personnes qui apprennent mieux par la modalité visuelle et d'autres par la modalité auditive, etc. C'est juste un mythe qui se répand. Oui, absolument. Alors, non, mais c'est intéressant que vous soyez surprise, parce qu'on est tous dans l'enseignement supérieur ici, on devrait savoir ces choses-là. Bon, c'est vrai. Parce que moi, je dis toujours que j'apprends mieux quand j'écris. Alors vous dites j'apprends mieux quand j'écris. Si vous avez trouvé un domaine dans lequel j'apprends mieux, ce qui se passe, c'est que tout le monde n'est pas pareil. Donc il y a des gens qui sont plus rapides que d'autres, plus lents que d'autres. Il y a donc des différences entre les gens. Il y a aussi des différences entre les méthodes d'apprentissage. Donc par exemple, on apprend mieux en écrivant que simplement en se répétant mentalement les choses. Mais il n'y a pas d'interaction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode A qui marcherait mieux avec certains sujets et de méthode B qui marcherait mieux avec d'autres sujets. Il y a des méthodes qui marchent mieux que d'autres, elles marchent mieux pour tous. Donc si vous avez trouvé l'astuce que écrire, faire une fiche, ça marche mieux, ça va marcher mieux pour tout le monde. Voilà. Et c'est ça qui est le résultat de la littérature. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de différence entre méthodes ou pas de différence entre individus. Et bien sûr, il y a des préférences aussi. Mais une méthode qui marche mieux, elle marchera mieux pour tout le monde. Et ça, c'est le cas pour ces résultats ici. Et effectivement, approfondir l'apprentissage, c'est-à-dire faire travailler, c'est ce qui est marqué là d'ailleurs, rendre des conditions d'apprentissage plus difficiles. Par exemple, en écrivant, ça prend plus de temps. Ce qui oblige les étudiants à un surcroît d'engagement et d'efforts cognitifs conduit souvent à une meilleure rétention. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est assez intuitif. Hein. Alors, ça a amené une autre question sur qui est très brève sur les MOOC. Est-ce que ces observations vous amènent à avoir une position sur la pertinence des MOOC C'est très. Je ne sais pas si on peut être très général. Ce qu'il y a de formidable dans les MOOC, je pense, c'est quand même cette notion d'alternance, d'abord d'engagement actif, c'est-à-dire que c'est très attrayant, on rend les choses attrayantes et un peu optimisées de ce point de vue-là, et puis très vite des tests.
Je pense que c'est une idée qui est quand même vraiment essentielle dans le MOOC, c'est qu'on ne va pas se contenter d'un enseignement magistral. En fait, c'est ma diapo suivante, c'est un article intéressant de collègues qui ont fait une méta-analyse dans PNAS en 2014 de 225 études qui comparent différentes pédagogies. Et systématiquement, il y a un avantage aux pédagogies actives, dans lequel il y a une sorte de test, d'engagement. Ça peut prendre différentes formes, hein. Par exemple, l'activité pratique, les groupes de discussion, en s'assurant que tous les étudiants y prennent part, les travaux en petits groupes, l'exigence d'une réflexion avec le prof qui questionne les élèves, qui les oblige à intervenir. Toutes ces pédagogies-là marchent mieux que le cours magistral. Donc le MOOC, je crois, fait partie de ces stratégies d'engagement actif. Surtout s'il y a une forme aussi de classe inversée, c'est-à-dire qu'ensuite l'enseignant est disponible pour répondre aux questions, on force les élèves à poser des questions. Donc, alors le cours magistral a vécu un petit peu, hein, d'après ces données-là. Malheureusement, il n'a pas toujours vécu dans les universités non plus. Dans certaines. Ni au Collège de France d'ailleurs. Alors, je vais juste peut-être vous parler de ce dernier pilier encore, qui est également très important. Ça ne suffit pas d'apprendre une fois, il faut apprendre plusieurs fois. Et il faut consolider l'information. Si on l'apprend juste une fois, elle va être en mémoire de travail, elle va être là de façon très temporaire, mais elle va ensuite s'écrouler et un jour après, 2 jours après, on ne la saura pas. Il faut consolider l'information et en consolidant l'information, en fait, on la transfère dans des circuits plus automatisés qui libèrent l'espace de travail conscient des sujets et qui permettent évidemment d'aller plus vite, mais surtout aussi de penser à autre chose, de ne pas être complètement mobilisé par un apprentissage. Alors je vous donne un exemple. Peut-être on va... Est-ce que je l'ai là? Voilà. Voilà. Vous pouvez lire ce petit texte là. C'est Proust. Vous avez réussi à lire? Ça vient avec Raphaël. Oui, non, mais il y a surtout un point, il y a un moment ici où c'est écrit normalement. Quoi. Donc vous voyez la différence. Les premières lignes, c'est un petit enfant qui est en train de déchiffrer. Vous êtes en train de déchiffrer, là. Vous êtes obligé de déchiffrer. Maintenant, je vous pose la question, vous avez compris les 3 premières phrases, là, les 3 premières lignes? C'est impossible, non? On ne peut pas se concentrer sur le message. Bon, déjà, c'est Proust, il faut réfléchir un peu, mais on ne peut pas se concentrer sur le message quand on est en train de déchiffrer. C'est très difficile de faire les 2 choses en même temps. Il y a un espace conscient qui est mobilisé par le déchiffrage et qui ne peut pas être en train de faire autre chose. Alors pensez-y, lorsque vous avez un enfant qui est 10, qui, même à 9-10 ans, a encore cette stratégie de lecture très difficile, très consciente, avec effort, il ne peut pas en même temps réfléchir au processus de mathématiques. Le problème mathématique qu'il essaye de lire, il n'y arrive pas. Voilà. Donc il faut absolument que l'enseignement minimise les sources de distraction, la double tâche, et que l'enseignement automatise les fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui, c'est le mantra en ce moment, mais c'est vrai, il faut absolument que ce soit des choses qui soient automatisées parce qu'elles libèrent le cortex. C'est ce que j'avais sur cette image ici. On a fait donc des images récemment à Neurospin du développement de la lecture. C'est une étude assez extraordinaire parce qu'on a eu la permission du comité d'éthique d'avoir un petit groupe d'enfants qu'on allait suivre tous les 2 mois. Donc ils sont venus tous les 2 mois à Neurospin et tous les 2 mois ils rentraient dans l'IRM et on regardait leur cerveau et leur circuit de la lecture. Et là donc on voit que en fin de maternelle, ils n'ont pas de réponse spécifique aux mots écrits. En fin de CP, ils ont des réponses aux mots écrits, mais elles sont très diffuses. Il y a déjà l'ère de la forme visuelle des mots et d'autres régions ici, mais il y a aussi toutes ces régions supplémentaires du cortex préfrontal et du cortex pariétal. Et vous voyez que lorsqu'on automatise la lecture en fin de CE1, il n'y a que le réseau noyau qui reste, le réseau fondamental, automatique, et qu'on peut montrer dans des expériences de laboratoire, est devenu complètement inconscient. Même si on vous flash un mot de façon subliminale, ce circuit va s'activer, traiter les mots, sans que vous en ayez conscience. Donc il est nécessaire de libérer ces régions du cortex frontal et du cortex pariétal pour qu'elles puissent servir à autre chose, réfléchir au message, réfléchir au problème, etc. Néanmoins, ces questions-là ne se posent-elles pas à une autre échelle pour des compréhensions de texte d'une grande difficulté conceptuelle, par exemple? Je veux dire, si vous lisez La science de la logique de Hegel, j'ai l'impression, je pense. Ça va plutôt ressembler à ça. Autrement dit, c'est la question du sens. C'est la question de la compréhension du texte aussi, avec des niveaux de difficulté qui sont... Non, mais c'est certain. Alors, c'est un des domaines dans lequel on ne connaît pas encore bien les choses au niveau cérébral. Hein. L'aspect sémantique, la compréhension. Ouais. C'était pour réhabiliter les sciences humaines et sociales, comme le dit Sylvie. Mais de toute façon, alors ça, il n'y a pas besoin de les réhabiliter. C'est précisément ce genre de domaine de la compréhension de haut niveau des textes, etc. Je pense qu'au niveau cérébral, on commence un peu à comprendre ce que ça veut dire comprendre un mot. Voilà, on en est là.
Quand il s'agit de comprendre 2 mots, une phrase, un texte, la philosophie, un mot abstrait, mais il n'y a plus personne en sciences cognitives. Là, c'est très difficile, enfin, j'exagère, mais on n'a pas encore du tout de bonne théorie de ce que c'est que le sens d'une phrase, par exemple, et comment c'est codé au niveau cérébral. Et pour moi, il n'y a pas du tout d'opposition entre sciences humaines et neurosciences de ce point de vue-là. En réalité, ce que je dis toujours, d'ailleurs, mes collègues de neurosciences n'aiment pas beaucoup ça, mais je pense que les sciences humaines sont en avance sur les autres sciences. C'est le cas dans tous les domaines, pratiquement. Il y a toujours eu une description algorithmique ou phénoménale de ce que font les humains avant d'avoir une description mécanistique de comment c'est implémenté. Et on a toujours eu besoin de ça. Avant, les neurosciences ne peuvent pas progresser s'il n'y a pas une bonne description du comportement. Donc on a besoin, par exemple en linguistique, c'est très clair, on a besoin d'une description linguistique des phénomènes avant de pouvoir commencer à les analyser au niveau cérébral. Je pense que ce sera pareil pour la question du sens. C'est ma position personnelle, mais étayée par beaucoup d'exemples historiques où c'est toujours les neurosciences qui étaient en dernier, en quelque sorte. Je pense que c'est un phénomène très général. En génétique, par exemple, on a eu les algorithmes de Mendel, bien avant d'avoir la molécule d'ADN, comprendre comment elle permettait d'implémenter l'hérédité. Alors, je vais peut-être terminer juste. Alors, oui, si, un mot quand même très important pour les étudiants quand même. Dans cette consolidation, il y a un rôle absolument essentiel du sommeil. Et c'est peut-être un des points des 20 dernières années de neurosciences qui est le plus nouveau et intéressant. Le sommeil est une partie intégrante de cet algorithme d'apprentissage. Lorsque nous dormons, nous consolidons, et nous ne faisons pas que consolider, nous intégrons, nous synthétisons ce que nous avons vécu dans la journée. Ce mécanisme commence à être compris maintenant. Donc d'abord, il a été observé. On a observé que si, par exemple, vous jouez à un jeu vidéo pendant 3 heures dans la journée, vous devenez assez bon, vous atteignez une asymptote, vous dormez, le lendemain matin, la première fois que vous jouez, vous êtes meilleur. Voilà. La musique, c'est pareil. Voilà. Et les jeux vidéo, au passage, sont une bonne manière d'apprendre, pour certaines choses en tout cas. Mais l'email ça, c'est plus dangereux, l'email le soir. Non, mais donc, votre cerveau ne fait pas rien pendant la nuit. Ensuite, la deuxième étape donc, a consisté à trouver le mécanisme. Il y a un certain nombre de neurones, notamment dans l'hippocampe, mais en fait dans le cortex aussi, qui rejouent ce qui a été vécu dans la journée. Donc vous enregistrez les mêmes neurones dans la veille et dans le sommeil, et bien vous allez voir que les décharges neuronales reproduisent ce qui a été fait dans la journée, et alors à une vitesse extrêmement rapide, 20 fois plus vite. Ça veut dire qu'un épisode qui a eu lieu une fois dans la journée, s'il était important, va être rejoué 200 fois pendant la nuit, et va pouvoir être consolidé avec des variantes. Oui. Donc on est encore en train d'explorer cet algorithme d'apprentissage, mais ce qui est extrêmement clair, c'est qu'il faut que les petits-enfants en particulier dorment, et aussi les étudiants bien sûr, dorment convenablement, parce que c'est déterminant pour l'apprentissage. Et ça veut dire aussi qu'il faut distribuer l'apprentissage, qui est un des grands résultats de la psychologie de l'apprentissage. L'apprentissage est meilleur lorsqu'il est distribué tous les jours, un petit peu, plutôt que massé en une seule fois, en 2 heures d'apprentissage, par exemple. Donc il vaudrait mieux, pour certaines composantes fondamentales qu'on doit consolider, avoir un petit peu tous les jours. Voilà. D'où le rôle aussi important des exercices qu'on donne aux enfants en dehors des périodes scolaires, et bien entendu le rôle des parents pour consolider les apprentissages au-delà de ce qui est fait à l'école. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que pendant le sommeil, on peut écouter des... Ah non. Alors, oui, ça c'est très important. Est-ce que c'est quelque chose qui a été testé? Oui, bien sûr. Non. Alors, attention, ici, ce qui se passe, c'est que vous êtes concentré sur quelque chose pendant la journée, et ça se rejoue pendant la nuit. Les bandes magnétiques que vous écoutez pendant le sommeil, effet 0. Ça a été très bien démontré depuis des années maintenant. Ça ne sert à rien. Par contre, vous pouvez peut-être biaiser votre sommeil. Et là, il y a des études très intéressantes, j'en parle dans mon nouveau livre. Donc, par exemple, si vous approfondissez la profondeur du sommeil, vous allez mieux consolider. Donc, si par exemple, vous arrivez à augmenter les ondes de sommeil, il y a plusieurs manières de faire, mais par exemple, en envoyant des bruits qui sont synchrones avec les ondes lentes du sommeil et qui font une sorte d'effet de résonance, eh bien, vous pouvez avoir une consolidation qui est meilleure le lendemain matin. Ou vous pouvez biaiser aussi par des sons d'une autre manière. Si vous avez par exemple le cours de maths, il y a en background, il y a la musique de Mozart. Pendant la nuit, vous jouez la musique de Mozart, ça va biaiser la réactivation nocturne dans cette direction-là. Voilà. Et donc vous allez avoir une consolidation sélective de certains aspects par rapport à d'autres. Donc on commence à savoir jouer avec ces choses-là. Probablement, oui, probablement. Si on interfère, par exemple, les somnifères ont souvent un effet inhibiteur, hein, donc, et l'alcool, oui, bah là, c'est bien. Ça vous fait rire.
Donc ça vous donne l'impression de bien dormir, mais en réalité, vous interférez probablement avec l'activité du cerveau et donc vous empêchez en partie la consolidation. Je pense que certains cherchent des conseils. Ils les interrogent sur le rôle de la sieste également. Ah oui, alors... Non, mais c'est une très bonne question qui a été posée expérimentalement. La sieste a le même effet. Même une période assez brève de sommeil a un effet consolidateur, et notamment chez les petits-enfants aussi. Donc en maternelle, la sieste à l'école est une très bonne chose et consolide des apprentissages. Bien sûr, c'est une vraie période de sommeil. Voilà, alors je crois que je peux terminer en disant que donc, le cerveau est structuré dès la naissance, il a des intuitions profondes, il a de puissants algorithmes d'apprentissage et d'inférence statistique. N'oubliez pas donc les 4 piliers, l'attention, engagement actif, donner un bon retour d'erreur aux élèves. Un retour d'erreur, ça veut dire une notion détaillée de là où ils se sont trompés, là où ils ont correct, pas une note qui résume globalement, qui ne sert pas à grand-chose. Une consolidation pendant le sommeil, et cette notion d'un environnement enrichi, parce que vraiment, dès la naissance, on a affaire à un super ordinateur qu'on n'est pas encore capable d'imiter pour l'instant, commence à être imité, mais le petit bébé est déjà un super ordinateur qui réalise des apprentissages extrêmement puissants. Alors, oui, les sciences cognitives peuvent nous aider à évaluer plus précisément les difficultés des enfants et à déterminer quelles réponses pédagogiques sont adaptées, ou comment optimiser les systèmes d'apprentissage. Alors, j'avais juste une diapo que j'ai créée pour expliquer un tout petit peu les travaux du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Donc, il y a plusieurs idées, plusieurs pistes qui sont explorées et réalisées en ce moment, qui sont à chaque fois des pistes de conseil, puisque c'est un conseil scientifique, donc qui est là pour interagir avec les différentes directions de l'éducation nationale pour les aider. Et ce sont donc des exemples de choses qui ont été faites cette année. En ce moment même, on déploie avec la DEP, qui est le département d'évaluation des programmes de l'éducation nationale, une sorte d'INSEE de l'éducation nationale, des évaluations extrêmement rigoureuses des performances de CP et de CE1 pour les petits-enfants, de manière à pouvoir dire pour chaque enfant, en début d'année, en milieu d'année, est-ce qu'il risque d'avoir des difficultés dans tel ou tel domaine ? Est-ce que sa phonologie est correcte ? Est-ce que son lexique est correct ? Est-ce que sa connaissance des nombres est correcte ? Ou bien est-ce qu'il y a un risque ? Et aussi voir s'il progresse au cours de l'année. Voilà. Donc le but, c'est de raccourcir le délai entre le moment où on détecte qu'un enfant a des difficultés et les interventions qu'on va lui donner derrière. D'où l'idée, avec la DGESCO, de créer des ressources pédagogiques. Et là, j'ai mis les ressources pédagogiques informatiques, mais aussi beaucoup de ressources pédagogiques traditionnelles, des notions de cours qui peuvent être données aux enfants, pour répondre spécifiquement à telle ou telle difficulté. Mais ça veut dire que, donc, si on réussit à déployer ce dispositif, tous les enfants de CP auront, dans les premières semaines du CP, une photographie extrêmement précise qui pourra dire à l'enseignant, voilà, j'ai 14 enfants devant moi, en REP+, il y en a 2 là qui sont à grand risque de développer une dyslexie. Et je vais intervenir pour que ça n'arrive pas, évidemment. Et puis, troisième aspect, qui correspond un petit peu à ce que je vous ai raconté aujourd'hui, création de MOOC, de cours en ligne, ou d'approches pédagogiques pour que la formation des enseignants comprenne ces éléments de sciences cognitives que j'ai commencé à vous expliquer aujourd'hui. Je pense que tous les enseignants devraient savoir ce bagage, qui est relativement simple quand même aussi, qui peut être simplifié en tout cas, de sciences cognitives qui déterminent l'apprentissage. Et j'en profite pour vous dire qu'il existe en Angleterre un excellent site qui recense aussi ces éléments d'apprentissage. J'appelle ça le Teaching and Learning Toolkit, c'est l'Education Endowment Fund, quelque chose qu'on aimerait beaucoup imiter, qui est un modèle pour nous, Conseil scientifique d'éducation nationale, dans lequel vous avez pour chaque hypothèse, par exemple, est-ce qu'il faut développer la compréhension en lecture? Est-ce qu'il faut que les enfants aient un uniforme à l'école? Est-ce qu'il faut redoubler ou pas? Pour chaque hypothèse, la littérature scientifique est passée en revue. On regarde combien ça coûte, est-ce qu'il y a l'évidence est solide, et quelle est la taille de l'effet. C'est la taille de l'effet ici. Donc on voit par exemple qu'avoir un uniforme, c'est 0. Ça sert rigoureusement à rien. Moins 4 ici, ça veut dire que si on redouble, si les enfants redoublent, c'est négatif pour eux, ça n'est pas positif. Par contre, donner du feedback aux enfants, c'est le retour d'erreur que je vous disais, c'est un effet extrêmement important. Expliquer aux enfants comment fonctionne leur cerveau, la métacognition, l'autorégulation, ça a un effet extrêmement important. Développer des stratégies de compréhension, etc. Donc ce site, là c'est un tout petit extrait, hein, ce site est extrêmement intéressant pour l'accès qu'il donne à la littérature scientifique. Et puis je termine par un mot de publicité pour vous dire que je publie la semaine prochaine ce livre qui s'appelle Apprendre, qui recense un petit peu tous les éléments que je vous ai racontés aujourd'hui, beaucoup d'autres encore, sur les grands ingrédients de l'algorithme d'apprentissage du cerveau humain. Voilà, merci beaucoup. Merci.